Bonjour, je m'appelle Jenna et vous écoutez Nova Trans. Comme vous le savez déjà peut-être, la vie est moins simple hors de la norme. La norme actuelle est de manière évidente et brutale, hétéro, cis et blanche et valide, un endroit où les discriminations s'appliquent et s'empilent de manière insidieuse, auquel vous n'avez peut-être pas pensé, les salons de coiffure. Nombreux sont les coiffeurs qui ne savent pas gérer les boucles serrées des personnes noires. Nombreuses sont les coiffeuses qui n'osent pas les couleurs vives, artificielles, souvent demandées par les personnes queer. Innombrables sont les salons qui jouent de la musique trop forte pour certaines personnes neuroatypiques ou qui attendent des discussions pénibles de banalité. C'est là que les initiatives communautaires sont nécessaires pour prendre soin des particularités dont la norme ne se soucie pas. C'est sur Instagram que j'ai découvert des colos queer, parce que parfois les algorithmes ont du bon. Ce qui crée l'instant joyeux, c'est l'accueil amical, ou le chat noir câlin. Ce qui rend l'expérience précieuse, c'est pouvoir constater que les suggestions sont bienvenues, la parole prise en compte, et les problèmes gérés avec bonne humeur. Ça en fait une bonne adresse à partager. Cet épisode n'est pas sponsorisé par des colos queer. Comment tu te présenterais en une phrase ? Je me présenterais comment ? Je me présenterais pas parce que même moi je saurais pas par où commencer. Ok. Un prénom ? Aaron. Ok. Et on va découvrir petit à petit. Alors, comment t'as entendu parler de transidentité la première fois ? En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai entendu parler de transidentité après moi-même m'être rendu compte que j'étais trans, parce que je pense que comme nous tous, on a un petit peu l'imaginaire collectif qu'on a, mais on n'y pense pas activement. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner sur les personnes trans après m'être fait la remarque à moi-même que je l'étais, en fait. D'accord. Tu utilisais quel vocabulaire ? En fait, j'utilisais pas le mot trans, Ouais. parce que moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de faire mon coming out non binaire, j'ai fait mon coming out transmasque. Pendant des années, j'ai cru que j'étais transmasque. Alors, je pense que j'avais surtout besoin de vraiment sortir un peu du carcan qui m'a été imposé, aller à l'autre bout du spectre pour après enfin me dire, ok, en fait, non, je suis au milieu, quoi. Pouvoir ajuster. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, en fait, moi, la première chose que je m'étais dit, c'est, mais en fait, t'es un garçon. J'avais pas du tout utilisé le mot trans, ça m'était pas du tout venu à l'esprit, en fait. Moi, c'était vraiment, t'es un garçon. C'était la phrase qui me revenait, en fait, le plus. Ouais. Et je dirais que c'est quelques années après, quand même, que j'ai commencé à vraiment utiliser les termes, parce que je pense que ça me faisait un peu peur aussi, d'utiliser le terme transidentité, transgenre, parce que ça devenait trop réel. Ouais. Et parce que j'étais dans un entourage, je pense, comme beaucoup d'entre nous, qui n'étaient pas du tout éveillés à ça, qui n'étaient pas du tout conscients. Voilà, quoi. J'ai eu la chance d'avoir une amie à moi qui, pourtant, est 6'7", mais a été la première personne à qui j'en ai parlé et qui m'a tout de suite accueilli à bras ouverts et qui m'a vraiment donné le courage de continuer, quoi. Ok. Et ton entourage, c'est spécifiquement, tu parlais de tes amis, ta famille, le boulot ? Alors mon entourage, c'est surtout dans mes amis. Je pense que personne n'en avait jamais entendu parler, notamment cette amie-là. Du coup, ce qu'elle avait fait, c'est que d'elle-même, en fait, elle s'était renseignée sur internet, en fait, quand je lui en ai parlé. Donc elle a vraiment eu le bon réflexe qu'on recommande aujourd'hui et que beaucoup de personnes ne suivent pas. Oui. Donc voilà. Et après, mes autres amis, je pense que personne n'en avait entendu parler, en fait. Et encore mes amis, je leur ai dit, alors j'ai perdu des amis, clairement, mais ça, je pense que c'est pas plus mal, au final. Mais ça a aussi renforcé certains liens, en fait, avec des personnes où je savais pas trop comment est-ce que ça allait être reçu. Ouais. Et au final, ça a été très bien reçu, en fait. Ça a été, d'accord, merci de me l'avoir dit, il n'y a aucun problème. Et j'ai même aussi, en fait, réussi à nouer d'autres liens, parce que j'ai quelques amis, notamment une, qui m'a dit qu'elle aussi, elle était trans, en fait. Ouais. Qui me l'a dit quand moi, je lui ai dit. Donc du coup, c'est cool, et maintenant, on est toujours amis, et puis je peux voir notre évolution à tous les deux et tout, et ça fait super plaisir, quoi. Ouais. Oui, ça renforce. Il y a un tri qui est chouette, en fait, qui est nécessaire. C'est ça. Ouais. Ta famille, si tu veux en parler ? Pareil, ma famille, ça a été un peu un tri. Alors, je suis pas du tout... J'ai jamais été proche de la famille de mon père, je les considère même pas comme ma famille à moi, mais comme celle de mon père. Parce qu'ils sont ils font tout le temps des histoires.
Tu peux pas passer un moment apaisé, tranquille avec eux, ça marche pas comme ça dans cette famille. Et ils sont de confession musulmane. Et alors je dis ça, mais je veux pas du tout faire de généralité, mais pour eux, dans leur cas précisément, ils sont extrêmement transphobes. Et ils le justifient par leur religion. Ok. Voilà. Même si la religion en elle-même ne l'est pas du tout, je préfère le préciser. Ouais. Mais oui, on a plein de cas avec... toutes les religions peuvent servir à justifier de la transphobie. c'est ça. Et du coup, eux, dans leur cas, c'est ça. Ce que j'aime pas, en fait, c'est que ça peut un peu justifier des clichés, quoi. On peut avoir, alors que non, c'est eux, dans leur interprétation à eux, c'est comme ça, mais c'est pas une généralité, il faut pas en faire une généralité, quoi. Ouais. Je tenais quand même à le préciser. Et du coup, je suis pas proche d'eux du tout, et mon père, en fait, il a été dans le déni. Mais on en était au point qu'il y avait un Noël comme ça. J'étais avec la famille de ma mère, avec qui pour le coup c'est la seule famille avec laquelle je m'entends bien, où tout le monde me genrait correctement, m'appelait correctement, et sous ses yeux, hein, il y avait au moins 6 ou 7 personnes à faire ça, et lui non, il continuait à me lancer mon dead name, à m'appeler, à me mégenrer et tout, mais alors que tout le monde me genrait correctement, tout le monde m'appelait Aaron, mais ça passait pas, dans son cerveau c'était pas possible. Ouais. Et il a vraiment réalisé que j'étais trans quand j'ai fait ma mammectomie, parce que je l'ai prévenu une semaine avant, en fait je lui ai un peu lâché comme une bombe. Et ça l'a complètement pris de court. Et c'est là qu'il a vraiment réalisé, 5 ans après, que j'étais trans. Quoi. Est-ce que du coup, quand tu dis réaliser, c'est accepter aussi ? C'est-à-dire, il te genre correctement, il te nomme correctement ? Ça reste un peu compliqué, mais il essaye. Et encore, ça reste assez binaire, en fait, parce que lui, je pense que la non-binarité, c'est juste incompréhensible pour lui. Ouais. Et en fait, c'est comme s'il parle de moi. En fait, il me le dit clairement, il m'a dit, oui, mon enfant est mort. Du coup, il faut que je fasse mon deuil, parce que tu n'es plus la même personne. Ouais, c'est grave fatigant. Et du coup, quand il parle de moi maintenant, il m'appelle Aaron et il essaie de bien me genrer. Mais par contre, quand il parle de moi dans le passé, il m'appelle par mon dead name. Ouais. Parce que c'était son enfant dead name qui était là avant, et maintenant c'est moi. Comme si j'avais tué ce que j'étais avant pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. C'est violent. Ouais. Je me rends compte. Enfin, oui, j'ai ça dans ma famille aussi. J'ai de la chance que ma mère soit pas comme ça. Ouais. Par contre aussi j'ai coupé les ponts avec ma soeur parce qu'elle est transphobe. Ok. Voilà, mais ça fait du tri, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Comment se sont passées, ou est-ce que tu envisages des transitions, qu'elles soient sociales, administratives, médicales ? Tu as déjà parlé de... Alors j'ai fait ma mammectomie, je pense que c'était vraiment le plus gros truc qui me faisait de la dysphorie, la poitrine, même si elle était petite. Qu'est-ce que tu fais toi ? Et On me présente un chat. Oui, un petit chat Romy. Et du coup là dans un mois je vais me faire une hystérectomie. Ok. Je suis extrêmement content, j'ai hâte de plus avoir en général en fait, de plus avoir cette peur d'être enceinte. Ouais. Parce que vraiment ça c'est une grande peur dans ma vie. C'est pas du tout quelque chose de plaisant quand j'y pense. Ouais. Donc voilà, du coup j'ai hâte. Et aussi je pense que je vais bientôt arrêter la testostérone parce que je suis arrivé à un point physiquement qui me convient en fait. Ok. Et à carrément de dysphorie mais de l'autre côté. Oh, d'accord. C'est quoi les effets de la testostérone qui te posent problème ? La barbe, d'accord. Beaucoup. Et le fait d'être trapu, ouais. J'aime pas ça du tout. Ok. C'est surtout ça qui me pose problème. Donc voilà. Mais du coup, du reste, je suis très content. Donc je préfère arrêter et puis vivre dans mon petit entre-deux à moi. Ouais. Ça s'est bien passé de trouver quelqu'un qui accepte de faire une hystérectomie ? J'ai eu la chance en fait d'aller sur un groupe Facebook qui s'appelle Stérilisation volontaire. Ouais. Où du coup il y avait une liste carrément de praticiens qui étaient ok avec ça. Donc non, j'ai pas eu de problème du tout. Ah, c'est cool. Indépendamment de la possibilité d'en porter, est-ce que tu veux des enfants ? Non. D'accord. Ça simplifie les choses. Tu sais expliquer ? Ou tu peux ressentir le besoin de dire que non, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer, mais... J'en ai jamais voulu en fait, parce que ça m'a toujours terrifié d'être enceinte. Okay. Donc il y a ce côté-là. Je me dis peut-être qu'un jour, si je changerais d'avis, je voudrais adopter. Mais ouais. Dans l'état des choses actuelles, non. Et je dirais aussi que c'est... Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, en fait, ça me fait peur. Et je me dis que je voudrais pas amener un enfant à naître dans un monde pareil, en fait. Et lui faire subir une vie qui serait pas forcément agréable, quoi, franchement. Ouais. Je pense que c'est surtout ça qui me plombe, en fait. Alors je me dis, un enfant qui est adopté, bon, de toute façon, il est déjà là, j'ai envie de te dire, donc autant l'aider à avoir une vie correcte. Ouais. Mais, tu vois, pour moi, c'est un peu comme
les gens qui vont vouloir avoir un chaton de race ou un truc comme ça, quitte à payer, quitte à voilà, alors qu'il y a des refuges qui sont pleins de chats qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'un foyer, et que ça crée juste encore plus de misère, encore plus de problèmes en fait de continuer ce système-là, quoi. Est-ce que ton orientation a changé avec ta transition ? Non, du tout. Au contraire, elle a fleuri, je dirais. Ouais, c'est joli. Parce que j'ai toujours su que j'étais pan, mais entre le savoir et le vivre, c'est quand même deux choses différentes. Et tu le vivais pas avant ? Alors pas vraiment, parce que je pense que j'ai eu beaucoup de traumates à cause des mecs cis. Et je pense que j'étais encore dans quelque chose de trop binaire, même si quelque part moi je l'étais pas, mais j'étais un peu moulé dans quelque chose de binaire. Et avec les traumatismes que j'ai subis, c'était difficile d'en sortir. Ouais. Mais depuis que j'en suis sorti, je vois tout en fait de manière extrêmement fluide en fait, au niveau de mon orientation, au niveau de mon genre. Voilà. Ok. C'est quoi ta plus grande fierté personnelle ? D'avoir réussi à être moi-même. Ouais. Je pense que c'est vraiment ma plus grande réussite et ma plus grande fierté. Parce que c'était pas gagné et surtout... Tu considères que t'as trouvé et que t'es fixé, que t'as terminé ? Terminé, je sais pas si on termine vraiment un jour, hein, en réalité. Mais en tout cas, je dirais que pour la première fois de ma vie, je suis content d'en être là où j'en suis actuellement. Ouais. Et je peux le dire, c'est la première fois que je peux dire ça. Donc j'estime que le pari est plutôt gagné. Oh, c'est chouette. Est-ce que tu te considères militant ? Alors oui, je dirais oui. Après, par exemple, ma mère me dit que pour elle, le militantisme, c'est les gens qui vont en manif. Ok. Voilà, moi je ne fais pas en manif parce que je suis agoraphobe. Ok. Donc voilà. Mais à côté de ça, j'essaye toujours par exemple sur les réseaux sociaux, de soutenir les initiatives collectives, militantes, de donner de la visibilité si je peux en donner. Même à travers ce que je fais avec des colos queer, de pouvoir aussi donner un espace safe en non-mixité pour les personnes trans. Parce que ça peut paraître futile, mais en vrai c'est du care et ça fait toujours du bien en fait. Le care, genre de prendre soin de ses cheveux, ça donne une confiance en soi, ça fait plaisir, on a envie de passer un bon moment. Alors c'est encore mieux si c'est avec des personnes qui nous comprennent et qui sont bienveillantes, quoi. Ouais. Est-ce que t'as un parcours militant ? T'as fréquenté des associations, des choses comme ça ou... Alors oui, et je sais que c'était anonyme de base, mais j'étais au Witch Block il y a quelques années. Qu'est-ce que tu fais ? J'étais au Witch Block il y a quelques années avant que ça se pète la gueule. Ok. Il y a eu des gros problèmes en interne qui m'ont en fait, ça m'a complètement dégoûté des associations. Parce que c'était une association qui prenait des valeurs de protéger les victimes avant tout, croire les victimes avant tout, et en fait qui a fait tout le contraire en protégeant des agresseuses. Comme souvent. Ouais. Ok. J'ai une question qui est: est-ce que militer te rend heureux ? Mais pour moi, ça semble évident en fait. T'as l'air vraiment épanoui dans des colos queer, dans ce que tu fais, dans la façon dont t'en parles. Dans ma manière de militer à moi, oui. C'est ça. Mais maintenant, oui. Mais avant, quand j'étais dans celle des autres, c'est-à-dire d'être dans des associations, d'aller militer dans la rue et tout, j'étais pas bien du tout parce qu'il y avait quand même toujours ce truc de hiérarchie, toujours ce truc, il faut pas questionner ce que les gens disent. Ce problème de tu découvres le poteau rose de en fait ils sont en train de protéger des agresseuses depuis le début. Ça m'a vraiment dégoûté. Ouais. Et à un moment donné, j'ai arrêté de militer à cause de ça parce que je ne savais pas comment militer autrement. Et du coup, je dirais que j'ai découvert un peu ma manière à moi de faire. Ne serait-ce que je trouve que vraiment être militant, ça peut véhiculer simplement des idées, accepter les discussions dans des milieux safe avec des personnes bienveillantes évidemment, mais aussi fréquenter des milieux queer. Fréquenter des milieux queer, ne serait-ce que en achetant quelques consos, on leur donne aussi de la thune. Ouais. Et ça, c'est le principal, quoi. Et je pense aussi relayer des événements, participer à des événements si on a envie. Je pense que pour moi, le militantisme, c'est un peu un mot poubelle. Donc, c'est une façon négative de le voir. Enfin, un mot poubelle. En fait, non, c'est négatif, je dirais que c'est un peu un parapluie. Voilà, c'est ça. Okay. Je dirais plutôt que c'est un parapluie, pas un mot poubelle. C'est un parapluie où je pense qu'on peut tous un petit peu voir midi à sa porte, quoi. Ouais. On peut tous trouver notre manière de militer qui nous correspond à nous. Comme par exemple toi avec ton podcast aussi, pour moi c'est du militantisme ce que tu fais, parce que tu donnes la parole à des personnes trans, donnes la visibilité, et tu donnes aussi à des personnes qui ont besoin d'écouter
déjà des personnes à écouter, un truc safe à écouter, et ça fait du bien, ça donne du courage. Ouais. D'abord, merci. Et puis, ça me semble être une bonne transition pour que tu nous racontes comment tu as commencé Décolo Queer. Décolo Queer, je l'ai commencé suite à un burn-out, parce que ça fait plusieurs années que je me bats avec ma santé mentale, parce que je suis bipolaire, ce qui est très très dur au quotidien, et notamment dans le milieu du travail qui est extrêmement validiste. Et du coup, j'ai jamais trouvé quelque chose de confortable au niveau du travail. C'était toujours une grande souffrance en fait. J'étais toujours épuisée, ça allait jamais et tout. Jusqu'à récemment où j'ai fait ça dans mon dernier taf où j'étais libraire. Ça s'est pas bien passé du tout et j'ai craqué quoi. J'étais en burn-out, j'ai tout arrêté parce que vraiment j'en pouvais plus, j'arrivais plus à rien faire, je voyais plus personne, ça allait pas. Et ça faisait un moment que j'avais l'idée de Décolo Queer qui traînait un peu comme ça dans les placards. Et je me suis dit franchement pourquoi pas, qu'est-ce que t'as à perdre? Donc je me suis lancé. Et au final ça marche bien. Et quand tu dis t'avais cette idée de Décolo Queer, c'était déjà sous ce nom-là dans ta tête? Le projet était déjà formé en fait? Pas totalement. Ouais. J'avais l'idée de le faire, mais le nom je l'ai trouvé je pense quelques mois avant de me lancer, ouais. Ok. Mais avant j'avais juste l'idée de me dire ouais ce serait cool de pouvoir faire partager ça avec des gens et tout. Est-ce que tu décrirais le projet aussi sur la partie, sur ce que tu me disais, sur les cheveux texturés, etc. En fait moi j'ai vraiment été dégoûté quand j'allais chez le coiffeur et que je me suis rendu compte que la plupart du temps les coiffeurs ne savaient absolument pas couper les cheveux bouclés, les cheveux frisés, les cheveux texturés en général, et je me retrouvais toujours avec des catastrophes que je devais payer très très cher parce que les coupes genrées, Oui, on adore ça. Complètement con ce truc. Et après en fait quand je m'étais fait décolorer les cheveux chez le coiffeur pareil, prenait pas en compte le fait que j'avais des cheveux qui étaient plus fragiles et plus secs que la norme vu qu'ils sont bouclés et qui me les avaient décapés quoi. Et j'étais dégoûté parce que je me dis mais même là en fait j'ai pas ma place. Parce que même là en tant que client pourtant je paye pour le faire et même là c'est pas fait correctement parce que je suis pas blanc et que je corresponds pas au client type. Parce que du coup quel est le message que ça renvoie? C'est tu n'es pas supposé être là, tu n'es pas censé être client ici parce que regarde, rien n'est fait pour toi. Et je me suis dit que moi j'allais essayer de créer mon petit espace safe où j'allais essayer de faire que tout le monde puisse trouver sa place quoi, en essayant d'offrir quelque chose de plus neutre possible ou au contraire le plus adapté possible en fonction des gens. Voilà. Est-ce que tu es tout seul sur le projet? Ouais. Est-ce que c'est plus simple? C'est beaucoup plus simple à gérer parce que je peux tout faire. Après, j'ai jamais été un team player de base. Je préfère gérer les choses seul parce que j'ai une manière bien particulière de gérer, je pense, comme chacun d'entre nous. Et je préfère comme ça parce que j'ai pas à attendre après quelqu'un et j'ai du mal à faire confiance aussi. Donc c'est plus facile de me dire je me repose que sur moi, comme ça si les choses doivent être faites, elles seront faites d'une telle manière en fait. Et que j'ai pas à attendre après quelqu'un pour que la personne fasse les choses, etc. quoi. C'est exactement la façon dont je décris comment je travaille sur Novatrans. Ah je comprends totalement. Ouais. Ça évite des embrouilles et des engueulades quoi. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur Décolo Queer? Peut-être que j'aimerais le faire évoluer dans d'autres formats différents, avec d'autres personnes, mais tout en gardant dans la tête du projet, mais essayer de faire des collabs avec d'autres personnes, je pense. Ouais. Notamment, un réseau? Un petit réseau, et notamment j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour tirer les cartes. Ok. Et c'est pas la première fois que j'en entends parler. J'ai déjà eu des clientes qui m'avaient dit un peu ça sur le ton de l'humour, mais en vrai c'est une bonne idée. Voilà, donc pour occuper les clients-clientes pendant que ça sèche et tout. Pendant les temps de pause. Ok. Et quand je parlais de réseau, j'imaginais d'autres personnes dans d'autres endroits en France. Non? Non. Pas encore? Non, j'ai envie de faire mon truc dans mon coin pour l'instant. D'accord, ok. Pas vendre des franchises et tout? Ah non, moi pas là pour l'instant, on n'est pas corporate. Ok. S'il y a d'autres choses qui te reviennent, n'hésite pas. On va passer à la partie self-care. Comment tu décrirais ton réseau de soutien? T'as des amis, famille, asso, on en a parlé, mais... Alors je dirais principalement ma partenaire, qui m'aide énormément, qui me soutient beaucoup. Je me sens vraiment bien comme ça avec elle en tout cas. Ouais. Et aussi j'ai un réseau de soutien au niveau de mes amis qui est vraiment assez fort. C'est qu'en faisant le tri en fait j'ai vraiment réussi à concentrer l'énergie sur des personnes vraiment bien, vraiment positives. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir vraiment un réseau de soutien qui est quand même assez développé.
comment est-ce que tu prends soin de toi? Alors ça, c'est une grande question, hein. Je me la pose moi-même, mon psy me la pose aussi, c'est très compliqué. Je sais pas, je saurais pas répondre à cette question. Ok. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Moi, j'aime bien quand tout est bien fait, je suis très perfectionniste. Ok. Pour ça, j'aime bien, par exemple, quand j'ai un projet, par exemple, avec un ou une cliente, comme avec toi, tu vois, par exemple, je sais que je vais essayer de tout donner pour que ce soit exactement comme la personne le souhaite, parce que vraiment, j'adore ça, en fait, j'adore le travail bien fait. Et je trouve que ça fait c'est trop bien après aussi de voir quand les gens, ils sont hyper contents du résultat, parce que tu dis, ok, ce que je devais faire est vraiment est bien fait. Là, les gens, ils sont contents, ils ont passé un bon moment, et peut-être qu'ils reviendront, tu vois, c'est... Ouais. En fait, ce que des peut-être qu'ils feront de la pub, comme moi. Aussi, voilà. Ouais, possible. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est aussi ma manière à moi, vu que j'ai du mal à sortir, de pouvoir quand même rencontrer des personnes queer. Ouais. Ça, c'est très, très cool. C'est une super idée de les faire venir. Exactement, vous venez à moi. Ouais, et de les faire venir un par un, pas en groupe. C'est ça. Et du coup, c'est bien parce que ça fait vraiment des moments privilégiés de 1 à 1. C'est très agréable, en tout cas, pouvoir discuter, pouvoir échanger et tout. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait un petit peu la force de Décolo Queer, c'est vraiment les échanges humains. Ouais. Comment tu t'occupes? Qu'est-ce que tu fais quand t'es pas en train de colorer quelqu'un? Je suis en train de faire tout ce qui est la partie technique qu'on ne voit pas, c'est-à-dire tous les inventaires, tout ce qui touche aux commandes, tout ce qui touche aux produits, faire mes comptes, tout ça. Après, à côté de ça, je pense comme beaucoup d'entre nous, j'adore dévorer des séries. Voilà. J'adore faire du shopping, même si j'ai pas beaucoup d'argent. Voilà, les petites folies, on connaît. Ta dernière série, binge? La dernière série que j'ai binge, je crois que c'était Blacklist. Ok. Que j'ai pas fini au final, j'ai un peu décroché, mais en vrai, j'ai bien. La première saison, je l'ai poncée. Ok. Est-ce que tu t'habilles quand il y a personne qui doit venir? Non. Ok. Pyjama, jogging. Ouais. C'est en fait, je me dis quand je sors pas ou quand je suis pas vue, j'ai la flemme en fait. Est-ce que maintenant tu te décrirais heureux ou fier ou pas du tout ou autre chose, fatigué, serein? En cours de chargement. Ok. Voilà. Sur le chargeur. C'est ça, il y a des moments où c'est cool, des moments où c'est moins cool. Ouais. Et là, t'es sur une pente ascendante? Là, ça va. Ok. Cool. Est-ce que t'as un but dans la vie? Essayer de trouver un but. Ok. Et est-ce que tu t'imagines vieux, vieille? Non, j'arrive même pas à m'imaginer demain, donc... Oh, t'as un emploi du temps? Ouais, mais même... T'as au moins une cliente que je connais. Oui. Demain. Oui, effectivement. Mais j'arrive pas à me projeter. Ouais. Jamais. Est-ce que ça te pose un problème ou est-ce que finalement vivre dans le moment présent c'est pas mal? Ça peut être chiant au niveau de l'organisation. Ouais. Clairement. Mais ça a aussi ses avantages de se dire que je vais pas m'angoisser pour tout et n'importe quoi, parce que je suis très très angoissé de nature. Et du coup, c'est plus facile de me dire, attends, les choses sur lesquelles t'as pas le contrôle, ça sert à rien de t'angoisser. Ça marche pas tout le temps, mais il y a des fois ça fonctionne. Et souvent, en fait, vu que j'arrive pas à comprendre que c'est bientôt, du coup, j'arrive pas à stresser. Nickel. C'est pas plus mal. Ouais. Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en réflexion, en questionnement ou en début de vie, de coming out? C'est un peu bateau, mais je dirais que on est tous passés par là, malheureusement. Que c'est clairement pas facile, voire c'est peut-être la partie la plus difficile de réussir à faire son auto coming out à soi-même. Ouais. Mais que quand je regarde en arrière, ça n'a pas été facile, ça a clairement été une lutte de tous les instants, mais au final je suis vraiment heureux d'être là où je suis aujourd'hui. Donc au final je me dis que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prendre l'énergie et de prendre le courage de le faire. Est-ce qu'il y a un truc que tu as découvert trop tard, que tu aurais aimé savoir plus tôt? Je pense pas. Très bien. Est-ce que tu as d'autres projets? Ou est-ce que Décolo Queer
Alors là, je suis en train de monter peu à peu un projet pour faire du drag. Ok. Donc voilà, c'en est encore que assez balbutiement, j'ai déjà un peu mon personnage et tout. Ouais. Je suis en train de construire ma tenue. Voilà, c'est un peu le deuxième projet que j'ai sur le feu en ce moment. Tu veux le décrire ou c'est encore secret? C'est encore secret, c'est une surprise. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Je sais pas où en est le timer, mais peut-être que ma décoloration est bonne maintenant. Une très belle vue ici. C'était vraiment le moyen idéal de passer cette demi-heure. Ce super timing, on est en train d'entendre la sonnerie. Et ben voilà, maintenant c'est la fin de l'épisode. Merci Aaron pour ta bonne humeur et pour cette chouette initiative. Continuez d'écouter, de partager et de m'envoyer vos feedbacks et réflexions. Elles sont toutes lues et appréciées. Si vous voulez faire une réponse ou une réaction audio, elle pourra être diffusée dans un prochain épisode. J'espère que vous avez aimé cet épisode en plein air de Nova Trans et que ça vous donnera envie de vous plonger ou replonger dans nos archives. Si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout ou personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide. N'oubliez pas de partager cet épisode et le podcast. Mettez des likes, des étoiles, des pouces là où vous pouvez. Tout ça aidera à la visibilité et l'acceptation de nos vies. Une oreille à la fois. Ici ou ailleurs, merci d'écouter Nova Trans.